Bonjour Charles. Bonjour Mounir. On se retrouve aujourd'hui pour une émission consacrée à l'actualité en Syrie, où la situation évolue rapidement et dramatiquement. Hier, l'armée israélienne a de nouveau bombardé la Syrie, ciblant notamment le palais présidentiel à Damas. Al-Shara s'est exprimé ce matin et a affirmé vouloir déléguer et en réalité maintenir la sécurité de Soueida à des factions locales druzes. Cela traduit-il une défaillance de l'État central à gérer un territoire national extrêmement hétérogène et pas encore acquis à sa cause ? Ça traduit d'abord et surtout une défaite militaire, puisque les Israéliens ont bombardé les forces d'Al-Shara et les Bédouins qui s'en prenaient aux Druzes. Donc en réalité, on y reviendra plus tard, mais il n'avait pas le choix que de laisser la sécurité. C'est un aveu de faiblesse. Il est obligé, il ne peut pas s'opposer à l'armée israélienne. Donc il est obligé de mettre un genou à terre, voire deux d'ailleurs. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la Syrie, de toute façon, c'est un pays composite avec de multiples ethnies et des minorités religieuses importantes. On a évidemment la grande majorité qui est celle des sunnites, 65% de sunnites. Bien que cette majorité de sunnites soit elle-même divisée en fractions, ce n'est pas un bloc homogène du tout. Il y a 15% de Kurdes, 10% de chrétiens et 3% de Druzes. Voilà. Et donc, ce qui s'est passé en Syrie, c'est que les affrontements entre communautés druzes et bédouins et armées sont en fait le reflet du manque de confiance de ces minorités ethniques et religieuses envers un pouvoir central qui en fait est composé dans son immense majorité de milices et de bataillons d'islamistes formés dans les années 2000 en Irak, puis à partir des années 2010-2011 en Syrie. Il faut rappeler aussi que Al-Shara, Al-Jolani, anciennement Al-Jolani, qui est né en 1982 à Riyad en Arabie Saoudite, et qui aujourd'hui est le président de la Syrie, l'autorité politique suprême en Syrie, a lui-même été le fondateur du front Al-Nosra en Syrie, qu'il a été l'adjoint d'Al-Baghdadi, c'est-à-dire l'un des pires et des plus cruels chefs djihadistes fondamentalistes en Irak, et qu'il a, après Al-Nosra, qui, rappelons-le au passage, était soutenu par la France et dont Laurent Fabius a vanté les mérites contre Bachar el-Assad, a ensuite rejoint Al-Qaïda en Syrie. Voilà, donc ces formations djihadistes qui ont pris le pouvoir à Damas en renversant le pouvoir de Bachar el-Assad, effectivement apportent avec elles des inquiétudes et aussi, et c'est le plus problématique, un désir de vengeance qui s'exerce depuis des mois sur des minorités dans tout le pays, notamment dans l'ouest du pays, en faisant, c'est pas seulement des paroles et des mots, c'est des massacres quasiment tous les mois, que ce soit sur les chrétiens, sur les druzes, sur des minorités chiites, sur des minorités sunnites, avec comme motivation un réel désir de vengeance et la volonté de soumettre ces minorités, qui sont très inquiètes, au pouvoir central djihadiste islamiste de Damas. Assiste-t-on à une escalade entre Israël et le régime syrien ? Le président Al-Jolani évoque un risque de guerre ouverte avec Israël. Alors d'abord, il faut rappeler, préciser que les événements qui concernent essentiellement la minorité druze concernent une minorité qui est une branche du chiisme. Les Druzes sont à cheval sur trois pays, la Syrie, le Liban et Israël. En réalité, ce qui s'est passé, c'est que les Druzes, qui sont des combattants, ont tenu tête à des tribus bédouines qui étaient venues pour en découdre, et que leur tenant tête et prenant l'avantage, le pouvoir djihadiste à Damas a décidé l'envoi de ce qu'ils appellent l'armée nationale syrienne, ce qui est en fait des brigades djihadistes, qui, elles, ont réussi parce qu'elles sont très bien équipées. Elles ont récupéré pour beaucoup du matériel de l'ancienne armée de Bachar el-Assad. Elles représentaient une véritable menace pour les Druzes. C'était plus les tribus bédouines un peu amateurs, dirons-nous. Et devant cette menace, et sachant que cette menace sur les minorités est une menace répétée depuis plusieurs mois, qui fait suite à de nombreux massacres, les Israéliens ont décidé d'intervenir et de bombarder, tu le rappelais, non seulement le quartier général de l'armée syrienne à Damas, mais aussi des colonnes de véhicules aux abords des zones contrôlées par les Druzes. En réalité, le président Al-Shara, il est pris en étau parce que d'un côté, il essaie de faire bonne figure auprès de la communauté internationale qui a levé les sanctions,
notamment les Américains, ont levé les sanctions sur lui et sur la Syrie. Il a besoin de l'argent occidental pour reconstruire son pays. Il a fait plusieurs tournées internationales. Il a rencontré Emmanuel Macron. Notamment, il essaie de faire bonne figure. Donc, il ne peut pas laisser, je dirais, les choses dériver trop largement avec ces minorités. De l'autre côté, il doit contenter la frange la plus radicale des gens qu'il soutienne, des factions qu'il soutienne, qui sont des bataillons, des brigades djihadistes qui, elles, ont vraiment envie d'en découdre et de régler leurs comptes avec des minorités qui, pour elles, représentent le soutien à Bachar el-Assad. Donc là, on est dans la vengeance, dans la continuation de la guerre démarrée dans les années 2011. Le problème pour Al-Shara, c'est que ce n'est pas seulement cet équilibre à maintenir, c'est que les Israéliens étant traditionnellement les protecteurs des Druzes, il y a d'ailleurs de nombreux Druzes dans l'armée israélienne, y compris à des postes de commandement. Lorsque l'armée Tzal, l'armée israélienne, l'aviation israélienne, intervient militairement, Al-Shara ne peut strictement rien faire. Il n'a pas les moyens de s'opposer à l'armée israélienne. L'armée israélienne, depuis le mois de décembre, depuis la chute de Damas, s'applique à détruire méthodiquement l'essentiel du complexe militaro-industriel syrien, notamment les batteries anti-aériennes. Il n'y a plus d'aviation syrienne et donc Al-Shara ne peut strictement rien faire. Cette déclaration d'une guerre éventuelle, c'est tout à fait ridicule. Ça cache certainement son désarroi. C'est un élément de langage pour essayer de rassurer je dirais, la frange djihadiste, la frange islamiste de sa population et de ses soutiens. Mais en dehors de ces mots, en réalité, il ne peut strictement rien faire. Et il l'a bien compris. C'est la raison pour laquelle, de l'autre côté, il essaie de calmer les choses avec les Israéliens. Il a annoncé le retrait de l'armée syrienne des zones druzes, tout simplement pour pouvoir faire redescendre la tension. Il a annoncé que les Druzes allaient être responsables de leur propre sécurité, ce qui est une défaite politique et une défaite militaire majeure pour lui. Sa problématique aujourd'hui, c'est de ne pas être dépassé d'un côté par les mouvements djihadistes qui pourraient le considérer comme trop modéré, et de l'autre côté, de ne pas perdre ses soutiens occidentaux qui, il faut bien le dire, le soutiennent politiquement, en ont fait un interlocuteur valable et aussi sont quasiment sur le point de lui donner les subsides financiers dont il a besoin pour reconstruire la Syrie. Il y a quelques semaines, l'exécutif israélien évoquait une volonté de normaliser les relations avec Damas. Aujourd'hui, Israël intensifie ses bombardements sur des positions du régime syrien. Que traduisent ces frappes ? La normalisation des relations entre la Syrie et Israël, du point de vue israélien, on sait exactement ce que ça veut dire, puisque c'est la méthode employée avec tous les voisins d'Israël depuis, j'allais dire depuis toujours, mais depuis les mois qui viennent de passer en particulier. C'est la soumission totale du régime syrien à Israël. Voilà, il n'y a pas d'alternative possible. Là, le pouvoir d'Al-Shara s'en est pris, je le disais, aux Druzes, qui sont un allié traditionnel d'Israël. Les Druzes ont appelé Benjamin Netanyahou à la rescousse, et ils l'ont appelé à l'aide. Et en bon allié qu'il est, des Druzes fidèles, eh bien, il est intervenu et il a largement déstabilisé et détruit les colonnes de véhicules de l'armée syrienne qui se dirigeait vers les Druzes. Voilà, donc en réalité, Al-Shara n'a pas d'autre choix que, au moins, je dirais, de faire redescendre la tension et de laisser, je dirais, les minorités qu'il menace ou que ses hommes menacent, ou que les proxys de son pouvoir, les proxys militaires de son pouvoir menacent et massacrent depuis des mois, soit carrément, je dirais, de faire allégeance à l'État israélien. La deuxième option, évidemment, n'est pas possible, puisque je pense qu'il serait démis immédiatement ses fonctions et exécuté. Et donc, il ne lui reste que l'option 1, c'est-à-dire sortir quelques éléments de langage pour rassurer l'opinion publique qui lui est favorable, et de l'autre côté, en fait, se mettre à genoux
et exécuter toutes les demandes israéliennes, parce que tout simplement, même s'il en a la volonté et qu'il exècre les Israéliens, en réalité, il n'a pas les moyens de ses ambitions. La première étape dans l'exercice de son pouvoir politique, c'est de pouvoir remettre un semblant d'ordre en Syrie, de pouvoir récupérer des subsides financiers. C'est certainement pas de se lancer dans une guerre avec Israël. Donc il est humilié par Israël, comme souvent les ennemis d'Israël subissent un châtiment et se mettent à quatre pattes. Et simplement, il n'a pas d'autre choix. Voilà. Des frappes donc qui s'inscrivent dans un contexte de levée de sanctions américaines contre la Syrie. Quel rôle peut jouer l'administration Trump dans les relations entre Israël et Damas ? Alors d'abord, ce qui est certain, c'est que Al-Shara, le leader syrien, a été adoubé par les Américains. Jamais il n'aurait pu prendre Damas et faire tomber Bachar el-Assad s'il n'avait pas été adoubé par l'administration Biden, puisqu'à l'époque, Donald Trump avait été élu, mais c'était encore l'administration Biden au pouvoir. Donc, il a été adoubé par les Américains. Quelque part, Donald Trump a confirmé cet adoubement, puisqu'il a levé les sanctions sur cette personne qui, pendant 10 ans, était considéré comme l'un des pires terroristes, qui a d'ailleurs été détenu par les Américains, je crois que c'était dans la prison d'Abu Ghraib en Irak. Et d'un coup, comme le pragmatisme américain sait très bien le faire, ils le retournent, ils en font comment dirais-je, ils le soumettent par l'argent et par la reconnaissance, et il devient l'un des alliés, on peut dire, américains dans la région. Donc aujourd'hui, la réaction d'Israël, évidemment, gêne quelque part l'administration Trump, qui n'a pas intérêt à ce que ça dégénère entre Israël et la Syrie. De l'autre côté, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Donald Trump ne peut pas refuser grand-chose à Israël. On peut considérer qu'Israël fait le sale boulot dans la région pour l'administration Trump, qu'elle vient au secours de minorités, notamment, surtout la minorité druze d'ailleurs, puisque les Druzes sont les alliés d'Israël, traditionnels d'Israël. On n'a pas vu Israël se mobiliser autant pour les minorités chrétiennes. Mais en réalité, en empêchant un massacre de la communauté druze par l'armée et les brigades djihadistes d'Al-Shara, Israël rend service aux États-Unis. Ils interviennent un peu pour le compte des États-Unis. C'est un peu un proxy américain dans la région sur certaines thématiques. Et je le disais, de toute façon, Donald Trump, on ne voit pas chez Donald Trump une volonté conséquente de s'opposer à la politique israélienne. On peut dire d'ailleurs globalement dans le Moyen-Orient, puisque malgré quelques déclarations et quelques effets de manche, en réalité, Benjamin Netanyahou fait strictement ce qu'il veut dans la région, que ce soit sur la bande de Gaza, que ce soit au Liban Sud, que ce soit dans les bombardements avec l'Iran, et que ce soit aussi en Syrie. Et il faut rappeler aussi que Al-Shara, c'est paradoxal d'ailleurs, ça peut paraître paradoxal, mais Al-Shara et ses brigades djihadistes et son gouvernement islamiste qui a fracturé la Syrie rendent service aussi à Israël. Pourquoi ? Pour deux raisons. D'abord parce qu'il n'y a plus d'unité politique en Syrie. La Syrie est fracturée et ça, c'est ce que souhaite Israël, c'est ne plus avoir des blocs homogènes, forts, unis, solides, dirigés par un leader et une armée puissante. Aujourd'hui, la Syrie est totalement détruite, totalement divisée. La chute de Bachar el-Assad, c'est la chute de peut-être avec l'Iran du plus ancien et du plus fort ennemi d'Israël, largement devant le Hamas, sans comparaison. Donc la destruction de la Syrie, la fragmentation de la Syrie et la guerre civile en Syrie est aussi une bonne chose pour Israël. Et d'autre part, ces mouvements djihadistes et Al-Shara, ce sont un peu ce sont des rebelles, mais un peu tenus, des rebelles djihadistes, mais un peu tenus en laisse par les Américains et par Israël, puisque le caractère fondamentaliste, islamiste de ces gens permettent aux Américains, mais surtout aux Israéliens, d'intervenir comme bon leur semble et de passer pour les justiciers et les protecteurs auprès de la communauté internationale, parce qu'en face, ce sont des islamistes et des fondamentalistes. Et là, dans un peu
La guerre de communication que maîtrise parfaitement l'État israélien, eh bien, c'est une très bonne chose, puisqu'aujourd'hui, Israël peut faire strictement ce qu'elle veut sur le territoire syrien. Et donc, je le dis, quelque part, ces djihadistes, et d'ailleurs, ce n'est pas nouveau, puisque les Américains ont soutenu, formé, armé, financé les talibans contre l'Union soviétique dans les années 80. L'islamiste, le fondamentaliste sunnite est toujours le meilleur allié des Américains, du pouvoir néoconservateur et des Israéliens, parce qu'en fait, c'est la justification aux actions armées, aux actions militaires, là où les Israéliens ou les Américains le jugent utile et profitable. Ces nouvelles frappes donc israéliennes ont vocation à déstabiliser Damas, alors que le régime syrien avait récemment ouvert son espace aérien à Israël dans le conflit qui l'oppose à l'Iran. Comment peut-on analyser cela ? Ta question est parfaitement dans la continuité de la précédente. C'est parfaitement juste. Je le dis, les Israéliens font strictement ce qu'ils veulent avec ces mouvements djihadistes dont la présence arrange les intérêts d'Israël puisqu'ils les tiennent, je dirais, de tous les côtés, que ce soit du côté financier, puisque Al-Shara, qui, il faut le rappeler d'ailleurs, a été la tête d'Al-Shara, du chef syrien, a été mise à prix 10 millions de dollars par les Américains. Voilà. Et du jour au lendemain, plus rien. Plus rien, pourquoi ? Parce que c'est devenu une sorte de marionnette israélo-américaine dans la région, et qu'il accepte, parce que ces mouvements fondamentalistes sunnites syriens sont farouchement opposés, font la guerre aux chiites iraniens et aux chiites du Hezbollah. Il faut rappeler que le Hezbollah, dans le Liban Sud, a empêché un début de conquête de ce pays par les forces de Daesh. Dans les villages, ce sont les militants, les soldats du Hezbollah qui ont empêché les attaques de Daesh. Donc, les tenants de bout en bout, eh bien, les Israéliens peuvent se permettre de survoler le ciel syrien pour aller bombarder l'Iran, ce qui n'aurait pas été possible du temps de Bachar el-Assad, puisque Bachar el-Assad ne l'aurait certainement pas permis et son armée était équipée de systèmes de défense antiaériens qui représentaient une menace réelle sur les avions israéliens, sur les F-16 israéliens. Là, effectivement, avec ce pouvoir djihadiste qui est très anti-israélien dans les mots, dans la façade, en réalité, permet toutes les incursions, n'a les moyens de rien. Et la Syrie, d'ailleurs, est quasiment, pour le plateau du Golan, est quasiment devenu le terrain de jeu israélien, mais pour une partie de la Syrie, notamment pour le plateau du Golan, est quasiment devenu aujourd'hui une colonie israélienne. Voilà. Donc, il y a effectivement cette incapacité à faire quoi que ce soit, à refuser quoi que ce soit. Mais ça ne garantit pas aux Syriens et à Al-Jolani, à Al-Shara, un blanc-seing pour faire ce qu'il veut. Et là, les Israéliens lui ont bien rappelé qu'il devait rester, je dirais, soumis et qu'il devait rentrer à la niche et qu'il n'était pas question pour lui de faire ce qu'il voulait, d'avoir une politique indépendante, en l'occurrence là, de mener des massacres sur les Druzes, et que la politique syrienne se décidait en grande partie, en réalité, à Tel Aviv ou à Jérusalem. Donc là, je crois qu'il a bien compris le message. Il lui est strictement impossible de refuser les demandes, les injonctions israéliennes. Sinon, eh bien, il en paye le prix, même en ayant ouvert le ciel syrien aux avions israéliens. Ça ne lui assure aucune protection. Il doit faire strictement ce que les Israéliens veulent qu'il fasse. Revenons donc aux minorités. Quid de leur sécurité actuellement ? C'est le gros problème, effectivement, pour ces minorités, qu'elles soient alaouites, chrétiennes, druzes, kurdes. Le problème se pose depuis le premier jour de la prise de pouvoir à Damas par ces mouvements islamistes. Territorialement, elles sont dans des blocs plutôt homogènes. Elles ont récupéré un certain nombre d'armes et elles ont effectivement une expérience du combat acquise sous Bachar el-Assad. Donc elles ne sont pas, dépourvues de moyens pour se défendre. Ceci étant, leurs moyens sont assez limités parce que
l'armée syrienne, les djihadistes ont récupéré l'essentiel des munitions, des matériels de l'ancienne armée syrienne. Et surtout, après une période un peu d'attentisme, durant les premières semaines, où on s'est demandé ce qui allait se passer, s'il y allait avoir des règlements de compte, on a bien vu que les djihadistes souhaitaient en découdre, souhaitaient prendre leur revanche, souhaitaient soumettre les minorités. Et quand je dis soumettre les minorités, on l'a vu, c'est des massacres sur des civils, c'est une incapacité en fait à établir un dialogue national, à établir une concorde, une unité nationale, avec des massacres, des viols sur les femmes, des exécutions d'enfants qui sont tout à fait abjects et monstrueux. Et donc la question aujourd'hui pour ces minorités, c'est de savoir dans quelle mesure elles peuvent résister au pouvoir de Damas et peut-être pousser à une fédéralisation de la Syrie, ce qui pourrait être une des formes politiques à court terme, à moyen terme, peut-être les plus souhaitables. Si on met de côté évidemment l'implosion de la Syrie et la partition de la Syrie avec de nouvelles entités politiques. Et aujourd'hui, ces minorités, elles cherchent un peu leurs alliés. Alors les Druzes ont trouvé les Israéliens parce que les Israéliens sont leurs alliés depuis très longtemps, je l'ai dit. La question se pose aussi maintenant pour les Kurdes vis-à-vis des Israéliens. Est-ce que les Israéliens vont décider de soutenir aussi les Kurdes? Ce n'est pas impossible. Et les chrétiens, dont on ne sait pas pour l'instant par qui ils seront soutenus. En tout cas, et je dirais c'est assez lamentable, la France, la voix de la France est complètement absente de cette question. La France qui s'est tant mobilisée pour soutenir Al-Nosra, on se souvient de Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères à l'époque, disant « Al-Nosra fait du bon boulot ». La France aujourd'hui n'a pas manifesté sa volonté et aucune action pour aider ces minorités. Elle reste extrêmement silencieuse. On a un vague communiqué du Quai d'Orsay qui dit que le Quai d'Orsay est inquiet. En réalité, tout ça, c'est pas grand-chose face au massacre. Et je le dis, la voix de la France, souvent, est audible sur des questions surprenantes. Soutenir Al-Nosra face au régime de Bachar el-Assad, c'était proprement hallucinant. Mais le silence de la France, là, il est choquant, il est grave. Voilà, donc ces minorités sont en grand danger. Elles se débrouillent comme elles le peuvent. Et l'intervention israélienne, il faut le reconnaître, a évité un massacre et un bain de sang. Je me souviens des images, il y a 2-3 mois, des premiers massacres de minorités chrétiennes ou druzes ou alaouites. C'était hallucinant. On était retourné dans l'Irak des années 2004-2005, des femmes violées, des hommes décapités au sabre, au couteau, des atrocités innommables. Et l'urgence, effectivement, est de pouvoir contenir ce nouveau pouvoir syrien qui, dans les faits, via ses proxys, via même l'intervention de l'armée syrienne, a permis ces massacres, des meurtres et des actes complètement abjects. Un dernier mot, Charles, sur la Syrie et Damas, où Omerta s'est rendu. Absolument. Pour ceux que le sujet intéresse, je recommande à nos auditeurs de visionner urgemment l'excellent documentaire réalisé par la rédactrice en chef d'Omerta, Aïcha Missi, et par Sadak Swissi, dont l'affiche est juste derrière moi, Damas année zéro, qui a été réalisé en fait au mois de décembre, lors de la chute de Damas et de la prise de contrôle par les forces du HTS, les forces de Al-Shara. C'est tout à fait fondamental de visionner ce documentaire. Il a été réalisé sur le terrain, en immersion totale avec les troupes de HTS. C'est tout à fait fondamental pour comprendre l'origine de ce qui est en train de se passer en Syrie. Donc, téléchargez l'application, soutenez Omerta pour que nous puissions continuer ce travail de terrain que nous sommes, il faut bien le dire et le rappeler, les seuls à faire. Merci Charles pour cette analyse et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission d'actualité. Merci à tous.